Bonsoir et bienvenue. Ce soir, au Centre culturel Robert Desnos de Ris-Orangis, devait se tenir une lecture dans le noir. Mais le contexte actuel ne nous permettant pas de nous réunir, me voici chez vous. Je vous invite donc, pour profiter au mieux de ce moment, à vous installer confortablement, et même si vous le souhaitez, à éteindre les lumières, pour vous rendre totalement disponible au voyage qui vous est proposé. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle « Le joueur d'échecs » de Stefan Zweig. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Bonne écoute. À bord de l'imposant paquebot, qui devait entamer sa route de New York à Buenos Aires, régnait l'effervescence d'un départ imminent. On jouait des coudes pour adresser un dernier au revoir aux amis embarqués, des porteurs de télégrammes criaient des noms dans les salles de réception, on transbahutait des valises et des fleurs, alors que l'orchestre du pont rythmait la scène. Tandis que je discutais avec une connaissance sur le pont Promenade, 2 ou 3 flashs crépitèrent non loin de nous. Mon ami sourit. « Vous avez un oiseau rare à bord. Le fameux Czentovic. Mirko Czentovic, le grand maître international d'échecs. Il a écumé tous les tournois d'Amérique. » Ce jeune champion m'est alors revenu à l'esprit, ainsi que quelques détails de sa carrière fulgurante. Mon ami se chargea de compléter mes souvenirs avec nombre d'anecdotes. Environ 1 an auparavant, Czentovic s'était tout d'un coup hissé au niveau des maîtres les plus illustres du noble jeu. Pourtant, les capacités intellectuelles de Czentovic ne semblaient nullement le prédestiner à une carrière aussi brillante. Fils d'un misérable batelier du sud de la Yougoslavie, dont la barque avait sombré dans les eaux du Danube, le jeune Czentovic, du haut de ses 12 ans, avait été recueilli par le curé de cette lointaine contrée. Le bon père avait pris le jeune garçon en pitié et s'était donné la peine de compenser par des leçons dispensées après la classe ce que cet être taciturne, fruste et au front trop large ne parvenait à comprendre à l'école du village. Tous ses efforts étaient pourtant demeurés vains. Son cerveau poussif n'était pas en mesure de retenir les choses les plus élémentaires. À 14 ans, l'adolescent devait encore s'aider de ses doigts pour compter. Quant à lire un livre ou un journal, c'était au-dessus de ses forces. Mais ce qui contrariait surtout le bon père, c'était sa parfaite nonchalance. Il ne faisait rien de son propre chef, jamais ne posait de questions, ni ne jouait avec d'autres garçons de son âge. Sitôt que Mirko en avait fini avec les tâches ménagères, il restait assis dans une chambre, le regard aussi vide que celui des moutons dans le pré. Le soir, pendant que le curé disputait ses 3 parties d'échecs quotidiennes avec l'adjudant de gendarmerie, le jeune homme prenait place à leur côté, sans piper mot, apparemment endormi et indifférent. Un soir d'hiver, alors que les 2 joueurs étaient absorbés dans leur partie journalière, un paysan au bonnet couvert de neige déboula dans la pièce. Sa vieille mère se mourait et le curé devait se presser pour lui administrer l'extrême-onction. Sans hésiter, le bon père lui emboîta le pas. L'adjudant, qui se préparait à chausser ses lourdes bottes, remarqua que le regard de Mirko ne se détachait pas de la partie inachevée. « Alors quoi ? Tu voudrais tout de même pas la finir ?» railla-t-il, bien persuadé que ce garçon ne pourrait saisir comment déplacer correctement la moindre pièce. Mirko le regarda timidement et prit la place du curé. En 14 coups, l'adjudant fut mat, et forcé de reconnaître que sa défaite ne devait rien à une négligence ou à une erreur de sa part.
Il en alla de même pour la seconde partie. À son retour, stupéfait, le curé ne put réprimer son envie de disputer une partie avec l'orphelin à demi analphabète. À son tour, il fut battu haut la main. Les jours suivants, ni l'adjudant ni le curé ne réussirent à remporter une seule partie. Le bon père se montra alors fort curieux de savoir si ce don singulier pour les échecs résisterait à une épreuve plus ardue. Il l'emmena dans la petite ville voisine. Quelques joueurs enragés avaient leurs habitudes dans un coin du café de la place principale. Lorsque le curé poussa à l'intérieur de l'établissement l'adolescent de 15 ans, vêtu d'une peau de mouton retournée et chaussé de lourdes bottes montantes, l'assemblée de joueurs roula de gros yeux. Mirko perdit la première partie. En effet, jamais il n'avait vu pratiquer la fameuse ouverture sicilienne. La deuxième partie, il la disputa contre le meilleur joueur de l'assemblée. Elle fut nulle. Dès les troisième et quatrième parties, il les battit tour à tour. Il est très rare qu'une petite ville reculée du sud de la Yougoslavie soit le théâtre d'événements aussi palpitants. Bien que le nouveau champion ne fût à proprement parler un habitant de cette ville, l'ardeur patriotique locale s'en trouva vivement attisée. Pour une fois, peut-être, cette petite bourgade qu'on peinait à situer sur une carte pourrait avoir l'honneur de donner au monde une célébrité. Un agent nommé Koller déclara qu'il était prêt à accompagner le jeune homme à Vienne, afin qu'il continuât sa formation auprès d'un maître de sa connaissance. C'est à ce jour que commença l'étonnante carrière d'un fils de batelier. Au bout de 6 mois, Mirko maîtrisait la moindre subtilité de chaque technique, de chaque déplacement. À 17 ans, il avait déjà remporté une 12aine de prix. À 18, il était champion de Hongrie, puis à 20, champion du monde. C'est ainsi qu'un individu complètement étranger au monde intellectuel, un cutéreux rustre et taciturne, auquel les journalistes les plus rompus n'ont jamais pu soutirer le moindre mot publiable, a rejoint la communauté des maîtres d'échecs. Comme tous les esprits faibles, il n'avait aucun sens du ridicule. Depuis sa victoire au championnat du monde, il se prenait pour l'homme le plus important de la Terre. Mais comment un paysan de 21 ans pourrait-il ne pas attraper la grosse tête lorsque du jour au lendemain, en poussant simplement un pion sur un plateau, il gagne plus en une semaine que tout son village natal en un an? Et n'est-ce pas d'une simplicité diabolique de se prendre pour un grand homme lorsqu'on ignore parfaitement qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont vécu avant soi? Les révélations de mon ami n'ont pas manqué d'attiser ma curiosité. Toute ma vie, j'ai été attiré par ces sortes de personnalités monomaniaques. Je ne fis donc pas mystère de vouloir mettre à profit les 12 jours de voyage pour observer à la loupe ce spécimen d'intelligence à voix unique. Mon ami m'avertit cependant. « Vous aurez peu de chance d'y arriver. Autant que je sache, personne n'est encore parvenu à arracher à Tchentovic le moindre mot éclairant sa psychologie. Ce paysan malin a l'intelligence de ne jamais se mettre à nu. Il use en effet d'une technique simple. Sitôt qu'il sent qu'il a affaire à un homme instruit, il rentre dans sa coquille. De sorte que personne ne peut se vanter d'avoir entendu un mot débile de sa part, ni d'avoir pu sonder la profondeur de son inculture. » L'expérience me montra que mon ami avait raison. Pendant les premiers jours de la traversée, il s'est révélé parfaitement impossible d'approcher Tchentovic. Au bout de 3 jours, j'ai commencé à être sérieusement agacé par son adroite et coriace stratégie d'évitement. Je commençais à échafauder les ruses les plus absurdes. Mais il me revint que la technique la plus habile du chasseur pour appâter le grand tétras consiste à imiter son cri d'amour. En effet, quel stratagème pourrait mieux fonctionner pour attirer l'attention d'un maître que de jouer soi-même aux échecs? Néanmoins, aux échecs comme en amour, il est indispensable d'avoir un partenaire. Et, pour l'heure, j'ignorais encore si, hormis nous, d'autres amoureux du roi des jeux se trouvaient à bord. Afin de les tirer de leur nid, je conçus un piège primitif dans le fumoir. Comme un oiseleur attend sa proie,
je me suis assis avec mon épouse devant un échiquier, bien qu'elle jouât encore moins bien que moi. À vrai dire, nous n'avions pas encore joué 6 coups qu'est arrivé le partenaire tant attendu qui m'invita à disputer une partie contre lui. C'était un Écossais, un ingénieur en travaux publics nommé McConnor. J'appris qu'il avait fait fortune en Californie dans le forage de puits de pétrole. C'était un homme robuste, et ce McConnor appartenait à cette sorte de self-made men qui, y compris dans les jeux les plus insignifiants, ressentent la moindre défaite comme une insulte à leur amour-propre. Après avoir perdu la première partie, il devint acariâtre et entreprit d'expliquer que sa défaite ne pouvait être due qu'à une inattention momentanée de sa part. Après avoir perdu la 3e partie, il expliqua que le brouhaha de la pièce adjacente l'avait gêné, et jamais il ne fut disposé à perdre sans demander une revanche. Au début, cet ambitieux acharnement m'amusa. Puis je ne l'ai plus considéré que comme un indispensable corollaire de mes desseins. Appâter le maître à notre table. Au 3e jour, la ruse prit en partie. Tchentovic fit un pas dans notre direction pour jeter un regard inquisiteur sur notre jeu. McConnor était justement en train de jouer. Mais ce seul coup suffit à convaincre Tchentovic que nos efforts de dilettante ne méritaient aucunement son auguste attention. Il passa devant notre table sans s'y arrêter et quitta le fumoir. Quelque peu irrité, et parce qu'il fallait bien laisser libre cours à ma mauvaise humeur, je me suis tourné vers McConnor. « Il semblerait que votre coup n'ait pas vraiment enthousiasmé le maître. »« Quel maître ?» Je lui expliquai que l'homme qui venait de passer devant nous n'était autre que Tchentovic, le grand maître. Mon annonce produisit un effet totalement inattendu sur McConnor. Il s'emballa sur le champ et m'assura qu'il fallait absolument qu'il jouât contre lui. Lorsqu'il me demanda si je pouvais le prier de se joindre à nous, j'ai refusé, expliquant qu'à ma connaissance, Tchentovic n'était pas enclin à faire de nouvelles rencontres. Il expliqua sèchement qu'il se refusait à croire que Tchentovic pût refuser l'invitation courtoise d'un gentleman. À sa demande, je lui brossai une courte description du champion du monde et, délaissant notre partie, il se rua sans plus attendre sur le pont-promenade. Au bout de 10 minutes, « Alors ? Vous aviez raison. Un monsieur mal aimable. Je me suis présenté et il n'a même pas fait mine de me tendre la main. J'ai tenté de lui dire à quel point tous nous serions fiers et honorés de disputer une partie simultanée avec lui, mais il m'a répondu que ses devoirs contractuels vis-à-vis de son agent lui interdisaient de jouer au cours de sa tournée sans toucher d'honoraires. Il a ajouté qu'il prenait $250 minimum par partie. » Je partis d'un éclat de rire. Jamais je n'aurais soupçonné que pousser des pions d'une case noire à une blanche pût être un si lucratif commerce. J'espère au moins que vous lui avez tiré votre révérence avec autant d'égard. La partie aura lieu demain après-midi, à 3h. Comment ? Vous avez consenti à lui donner $250 ? Et pourquoi pas ? C'est son métier. Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouva par hasard un dentiste à bord, je ne lui demanderais pas de m'arracher gratuitement une dent. Nous avons donc informé de l'événement à venir 4 ou 5 messieurs qui s'étaient présentés comme joueurs d'échecs. Le lendemain, notre petit groupe était au complet à l'heure convenue. La place du milieu, face au maître, revint naturellement à McConnor, qui calmait sa nervosité en allumant à la chaîne de gros cigares. Le champion se fit attendre 10 bonnes minutes avant de faire son apparition avec le plus grand aplomb. Sans se présenter, il commença par nous dispenser des instructions concrètes et arides, comme savent le faire les spécialistes. En raison du manque d'échiquier, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, afin de ne pas troubler nos délibérations, il se retirerait à une autre table, à l'opposé de la nôtre. En l'absence de sonnette de comptoir, nous devions taper avec une cuillère contre un verre pour lui faire signe de revenir. Nous étions convenus d'un délai de 10 minutes entre chaque coup. Bien entendu, nous avons accepté chacune de ces propositions comme de timides écoliers. Parler de la partie n'a guère d'intérêt. Sans surprise, elle se solda par notre défaite cuisante.
En revanche, la manière présomptueuse avec laquelle Tchentovic nous a fait sentir qu'il nous avait bel et bien écrasés nous mit tous en colère. À chaque coup, il n'a jeté qu'un regard fugace sur l'échiquier. Cette grossière désinvolture faisait songer à celle avec laquelle on jette sa pitance à un chien galeux, sans même un regard. La partie terminée, cette inhumaine machine à jouer aux échecs ne lâcha pas une syllabe. Après avoir annoncé « Mat », il attendit sans bouger devant la table. Il voulait savoir si nous souhaitions une revanche. Je m'étais déjà levé pour lui signifier que notre fructueuse relation touchait à son terme. Mais, à mon grand dame, MacConnor lança « Revanche !» MacConnor était méconnaissable. La face écarlate jusqu'aux premiers cheveux du front, les naseaux violemment dilatés, il transpirait à vue d'œil. J'ai réalisé à cet instant que cet ambitieux fanatique, dût-il y laisser toute sa fortune, jouerait et rejouerait quitte ou double contre Tchentovic jusqu'à ce qu'il eût au moins gagné une partie. Que Tchentovic s'accrochât, alors il trouverait en MacConnor une mine d'or. La seconde partie, MacConnor regardait si fixement l'échiquier qu'on aurait dit qu'il cherchait, par sa simple volonté, à magnétiser les pions pour les faire gagner. Étonnamment, son obstination acharnée nous avait tous contaminés. Peu à peu, nous en étions arrivés au 37e coup. Et, à notre plus vive surprise, la situation semblait être diablement à notre avantage. Comme nous étions parvenus à amener le pion de la ligne C jusqu'à la case C2, nous n'avions qu'à le pousser sur la case C1 pour faire une nouvelle dame. Il est vrai que nous n'étions pas tout à fait sereins face à cette chance flagrante. Nous soupçonnions unanimement que cet apparent avantage devait être un piège tendu par Tchentovic. Finalement, le temps réglementaire touchant à sa fin, nous avons décidé de risquer le coup. MacConnor effleurait déjà le pion qu'un inconnu lui agrippa le bras et murmura « Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça !» Cet homme d'environ 45 ans avait dû s'approcher de notre cercle quelques minutes auparavant, alors que nous étions absorbés dans notre problème. Il ajouta « Si vous faites dame maintenant, il la prend sur le champ avec le fou en C1, que vous reprendrez avec le cavalier, mais entre-temps, il ira en D7 avec son pion et menacera votre tour. Et même si vous faites échec avec votre cavalier, vous perdrez et serez mis mat en 9 ou 10 coups. C'est à peu près la même configuration que la partie opposant Alekhine à Bogoljubov en 1922. » Ébahi, MacConnor éloigna sa main de la pièce. « Que proposeriez-vous » demanda-t-il. « Avant tout, tirez votre roi de cette ligne dangereuse, de G8 à H7. Il lancera alors probablement l'assaut sur l'autre flanc. Mais vous le contrerez avec la tour, de C8 à C4. Ça lui coûtera 2 tours, un pion et sa supériorité. Vous jouerez donc pion contre pion et, si vous mettez au point une bonne défense, vous pourrez faire partie nulle. Mais n'espérez rien de plus. » Notre étonnement grandit encore. La précision, tout comme la rapidité de ses calculs, avait quelque chose de déconcertant. On avait l'impression qu'il prévoyait tous les coups comme s'il les lisait dans un livre. MacConnor s'exécuta, puis nous fîmes teinter le verre. Tchentovic, après avoir rejoint notre table, jaugea la riposte d'un seul coup d'œil. Il poussa alors le pion sur l'autre flanc du roi, de H2 à H4, conformément aux prédictions de notre inconnu protecteur. Il chuchotait d'ailleurs avec excitation. « Avancez la tour, c'est cela, avancez la tour. Il doit d'abord couvrir le pion, mais ça ne lui sera d'aucune aide. Jouez, sans vous occuper de son pion, avec le cavalier de D3 à E5, et le rapport de force sera de nouveau équilibré. » Nous ne comprenions pas ce qu'il disait. À nos oreilles, c'était du chinois. Mais MacConnor fit ce qu'il ordonnait, et nous pûmes rappeler Tchentovic. C'est alors que nous avons connu notre premier triomphe. Tchentovic, qui jusqu'alors n'avait joué que debout, hésita, puis finit par s'asseoir. C'en était fini de sa supériorité physique et de sa manière de nous prendre de haut. Tchentovic réfléchit de longues minutes, joua, puis se leva. Et notre ami de chuchoter « Un coup pour jouer la montre, bien trouvée, mais ne pas s'y laisser prendre. Le forcer à l'échange coûte que coûte, puis nous pourrons faire partie nulle. » MacConnor obéit. Commença alors entre les deux adversaires un ballet de pièces
que nous ne pouvions saisir. 6 ou 7 coups plus tard, après une longue réflexion, Tchentovic leva les yeux. Il annonça « Partie nulle ». Un profond silence s'installa. Le sensationnel de cet événement nous avait coupé le souffle. Un inconnu venait de s'imposer face à un champion du monde et de lui infliger une demi-défaite. Se basculant d'un coup en arrière, McConnor laissa échapper un « Ah !» De nouveau, j'observais Tchentovic. Lors des derniers coups, il m'avait semblé qu'il était devenu plus blême, mais il savait se contenir. Il demanda « Ces messieurs souhaitent-ils disputer une 3e partie ?» Le plus étrange, c'est qu'il n'avait pas regardé McConnor, mais qu'il avait posé un regard inquisiteur et sans détour sur notre sauveur. Tchentovic avait dû reconnaître à la faveur des derniers coups son seul véritable adversaire. Nos regards suivirent le sien pour se poser anxieusement sur l'inconnu. Avant même que celui-là pût seulement réfléchir ou répondre, McConnor avait lancé « Naturellement ! Mais vous devrez jouer seul contre lui. Vous seul contre Tchentovic !» C'est alors produit ce que nul n'aurait pu prévoir. L'inconnu, encore étrangement absorbé par l'échiquier vide, sursauta. « Pour rien au monde, messieurs. C'est tout à fait hors de question. Ne comptez pas sur moi. Je n'ai pas disputé de partie depuis 25 ans. Et je réalise maintenant la grossièreté de ma conduite en intervenant dans votre ronde sans y avoir été invité. Je vous prie de bien vouloir excuser ma hardiesse. Je ne vous importunerai plus. » Et avant même que nous nous soyons remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. « Mais ce n'est pas possible !» a tonné McConnor, tapant du poing. « Absolument impossible que cet homme n'ait plus joué aux échecs depuis 25 ans. Il anticipait chaque attaque, chaque riposte 5 ou 6 coups à l'avance. On ne joue pas ainsi de manière innée. C'est tout à fait impossible, n'est-ce pas ?» En posant cette question, McConnor s'était retourné vers Tchentovic. « Je ne suis pas en mesure de porter un jugement. Quoi qu'il en soit, ce monsieur a joué d'une étonnante manière, fort intéressante. C'est pour ça que je lui ai volontairement laissé une chance. Si ces messieurs souhaitent disputer de nouvelles parties, je suis à leur disposition à compter de 15 heures. » Nous n'avons pu contenir un léger sourire. Chacun de nous savait que Tchentovic n'avait aucunement fait preuve de magnanimité. Cette remarque n'était rien d'autre qu'un naïf faux-fuyant destiné à masquer son échec. Notre désir de rabaisser un orgueil de cette trempe n'en grandit que davantage. En effet, la pensée que, sur notre navire, le maître des échecs pût abdiquer son titre nous séduisait d'une insolente manière. Le record serait ébruité par tous les bureaux de télégraphe du monde. Pour rien au monde, nous ne voulions renoncer au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous décidâmes alors de tout mettre en œuvre pour que notre sauveur consentît dès le lendemain à disputer une partie. L'étranger étant autrichien, on me chargea de lui faire part de notre requête. Après tout, j'étais son compatriote. Je retrouvai sans peine, sur le pont promenade, celui qui s'était précipitamment enfui. Allongé sur une chaise longue, il lisait. À peine m'étais-je approché de lui qu'il se leva poliment pour décliner son identité, ce qui trahit son appartenance à une vieille et respectable famille autrichienne. Il me revint qu'une personne ayant porté ce nom avait compté au nombre des très proches amis de Schubert. Lorsque je fis part à Dr B de notre souhait de relever le défi de Tchentovic, il parut de toute évidence stupéfait. Il s'avéra qu'il était dans l'ignorance la plus complète d'avoir battu un champion du monde. Après bien des hésitations, Dr B déclara qu'il était prêt à disputer une partie, non sans m'avoir clairement prié de ne pas placer en lui de trop grandes espérances. Je vous prie de bien vouloir croire qu'il n'y avait nulle fausse modestie lorsque je vous disais n'avoir plus jamais touché de pièce depuis mon lycée, soit plus de 20 ans. À l'époque, déjà, je passais pour un joueur peu doué. Il me confia cela si naturellement que je ne me permis pas d'émettre le moindre doute quant à la véracité de ses dires. Cependant, je ne pus faire autrement que de laisser libre cours à ma surprise. Comment se faisait-il qu'il se souvînt si parfaitement de chaque combinaison des différents maîtres? Au moins théoriquement, ne devait-il pas avoir consacré beaucoup de temps aux échecs? Si j'y ai consacré beaucoup de temps, oh mon Dieu,
Ça, vous n'avez pas idée du temps que j'y ai consacré. Mais ça s'est passé dans des circonstances très particulières. Il s'agit d'une histoire bien compliquée. Si vous avez une demi-heure devant vous... » Il me désigna la chaise longue à ses côtés. Je suivis son invitation sans me faire prier. Après avoir ôté ses lunettes, Dr B commença. « Vous avez été bien aimable de me signaler que le nom de ma famille ne vous était pas inconnu. Mais j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler du cabinet d'avocats que je dirigeais. En effet, nous ne nous battions pas pour de grandes causes. Nous nous concentrions exclusivement sur le conseil juridique, et en premier lieu, sur la gestion des biens des grands monastères. Et nous avions en charge l'administration de la fortune de quelques membres de la famille impériale. C'était une activité sans fracas, qui ne demandait guère plus que d'observer la discrétion la plus stricte et une fidélité à toute épreuve. Lorsqu'Hitler a pris le pouvoir en Allemagne et a commencé sa razzia sur les biens des églises et des monastères, nombre de négociations et de transactions se sont réglées par notre entremise, afin d'éviter la confiscation de biens mobiliers. De ce fait, nous en savions davantage que tout un chacun sur certaines négociations politiques de l'Église ou de la maison impériale. Les nazis ont commencé à lever dans tous les pays limitrophes de l'Allemagne une autre armée, aussi dangereuse que leur armée casquée et bottée. Au sein de chaque administration, de chaque entreprise, se nichait ce qu'ils appelaient leurs cellules. À tous les niveaux, ils avaient placé leurs postes d'écoute et leurs espions. Malheureusement, ils avaient leur homme jusque dans notre insignifiant cabinet, ainsi que je l'ai appris par la suite. Je l'avais embauché sur recommandation d'un curé, afin de donner à notre cabinet l'apparence d'une affaire ordinaire. Il a reçu de Berlin ou de Munich l'ordre de nous surveiller avant même que j'en puisse rien soupçonner. La veille de l'entrée d'Hitler à Vienne, j'ai été arrêté par des miliciens SS. Heureusement, j'avais réussi à brûler les papiers les plus importants. Vous supposez peut-être que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration et que je vais vous raconter les humiliations, le martyre et les tortures que j'y ai vécues. Mais rien de tel ne s'est produit. Naturellement, ma modeste personne n'avait aucun intérêt pour la Gestapo, mais ils soupçonnaient, à juste titre, que de toutes ces fortunes passées entre nos mains, une partie substantielle était encore cachée. C'est pour cela qu'ils sont venus me chercher au premier jour. Peut-être vous souvenez-vous que ni notre chancelier, ni le baron Rothschild et sa famille, à qui ils espéraient extorquer des millions, n'ont été parqués derrière des barbelés. Bénéficiant d'un apparent passe-droit, ils ont été conduits à l'hôtel Métropole, qui servait également de quartier général à la Gestapo, où chacun d'eux reçut une chambre particulière. Moi-même, insignifiant personnage, j'ai bénéficié de cette faveur. Mais croyez-moi, ce n'était en aucun cas par souci d'humanité, mais pour nous soumettre à une torture plus raffinée. On ne nous faisait rien, on nous plaçait juste dans un néant complet. Il est bien connu que rien ne terrasse autant l'âme humaine que le néant. Au premier coup d'œil, la chambre qu'on m'avait allouée n'avait pas l'air inconfortable. Il y avait une porte, un lit, un fauteuil, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte restait fermée jour et nuit. Sur la table, ni livre, ni journal, ni la moindre feuille de papier. Face à la fenêtre se dressait un mur sans ouverture. Tout autour de ma personne, on avait construit le néant total. On m'avait ôté tous mes effets, ma montre, afin que j'ignore tout de l'heure, mon crayon, afin que je ne puisse écrire, mon couteau, afin que je ne puisse me taillader les veines. Jamais je n'ai vu visage humain ni entendu voix humaine, à l'exception du geôlier qui n'était pas autorisé à prononcer le moindre mot. Il n'y avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Partout autour de moi, le néant ne cessait de s'étirer. Ça a duré 15 jours. 15 jours, au cours desquels j'ai vécu en dehors du temps, en dehors du monde. Puis, du jour au lendemain, les interrogatoires ont commencé. On était appelé subitement, sans bien savoir s'il faisait nuit ou jour, puis conduit à un endroit inconnu au bout de nombreux corridors. On attendait quelque part, sans savoir où.
Puis on se retrouvait devant une table autour de laquelle étaient assis quelques hommes en uniforme. Puis l'interrogatoire commençait, avec ses questions. Les franches et les sournoises. Les questions qui en dissimulaient d'autres et les questions pièges. Le plus terrible lors de ces interrogatoires était que je ne pouvais ni deviner, ni évaluer ce que connaissaient réellement les hommes de la Gestapo des activités de l'étude. Jusqu'à quel point cet employé nous avait-il trahis? Quels renseignements nos ennemis avaient-ils recueillis à la lecture de nos courriers? Et il posait des questions, et questionnait encore. Quel titre avais-je acheté pour ce monastère? Avec quelle banque avais-je correspondu? Connaissais-je monsieur un tel ou non? Chaque réponse portait en elle une effroyable responsabilité. Mais l'interrogatoire n'était pas le pire. Le pire, c'était le retour au néant qui s'ensuivait. À peine étais-je de nouveau seul que j'essayais de faire le point sur ce que j'aurais pu répondre de plus subtil et sur ce que je devais dire la fois prochaine afin d'écarter le soupçon que j'avais fait naître par quelques malheureuses remarques. Je ressassais le moindre mot. Je récapitulais chaque question posée, chaque réponse donnée. Ces pensées, une fois mises en branle, n'arrêtaient plus de tourbillonner dans ma tête. Puis elles m'accompagnaient dans mon sommeil. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point ce procédé de la chambre d'hôtel fonctionnait diaboliquement. À quel point il avait été pensé pour être psychologiquement meurtrier. Ici, rien qui pût me détourner de mes pensées. Et c'est précisément ce qu'il recherchait. Je devais ressasser, et ressasser encore mes pensées, m'en étouffer, jusqu'à n'avoir d'autre choix que de les vomir, et leur livrer les informations et les gens qu'ils souhaitaient. Cet état indescriptible a duré 4 mois. 4 mois. C'est à de petits signes que j'ai réalisé avec inquiétude que mon cerveau se détraquait. Au début, lors des interrogatoires, j'étais parvenu à rester maître de mon esprit. Puis, je n'ai plus réussi à prononcer les phrases les plus simples sans balbutier. Je sentais mes forces me trahir. Je sentais qu'approchait le moment où je dirais tout ce que je savais, et même davantage encore, pour sauver ma peau, pour fuir cet étouffant néant. Alors que j'étais au comble du désespoir, s'est produit ce que nul n'aurait pu prédire. Quelque chose qui me sauverait, au moins pour un certain temps. J'attendais dans l'antichambre. Avant chaque interrogatoire, nous devions attendre. L'attente faisait partie de leur modus operandi. D'abord, les nerfs étaient mis à rude épreuve par un brusque réveil au milieu de la nuit, puis on nous tirait de la cellule, et enfin, lorsqu'on s'était préparé, lorsque notre raison et notre volonté étaient parées à résister, ils nous faisaient végéter. 1 heure, 2 heures, 3 heures, afin de briser le corps et de faire ployer l'âme. Mais, malgré tout, cette attente debout, pour éprouvante qu'elle fût, était un bienfait, un plaisir, parce que cette pièce en était une autre que la mienne. La porte était peinte d'une autre couleur, c'était un autre fauteuil, et à gauche il y avait une armoire pleine de dossiers, ainsi qu'une penderie, des patères auxquelles étaient accrochées 3 ou 4 capotes militaires. J'avais alors quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre à observer. Et, d'un coup, mon regard est resté accroché à quelque chose. La poche latérale d'un des manteaux était quelque peu enflée. Je m'en suis approché et j'ai cru reconnaître, à en juger la forme rectangulaire du bombement, un livre. Mes genoux ont été pris de tremblement. Un livre. D'un coup, je ne pus retenir mon envie. Je n'ai pu m'empêcher de m'approcher du manteau. Par chance, mon gardien ne prêtait pas attention à mon manège. Peut-être, après tout, trouvait-il normal qu'un homme ayant passé 2 heures debout voulût s'adosser au mur. Je me suis retrouvée si près du manteau que j'ai pu le toucher. J'en ai palpé l'étoffe. J'ai senti une forme rectangulaire. Un livre. Un livre. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Mon cœur à battre plus fort. Les mains dissimulées dans le dos et en ne cessant de fixer mon gardien, j'ai poussé à travers la poche le livre vers le haut. Un léger coup prudent, et j'avais en main le petit livre. J'ai poussé le volume dans mon dos, et de là, peu à peu, l'ai fait glisser sur ma hanche, afin de pouvoir, en marchant, le serrer de la main contre la couture du pantalon.
Par bonheur, ce jour-là, l'interrogatoire n'a pas duré longtemps, et j'ai impatiemment ramené le livre dans ma chambre. Sans doute pensez-vous que je me suis jetée sur les livres, que je les dévorais. Pour rien au monde. J'ai d'abord voulu savourer la joie de l'avoir avec moi, la joie de rêver au genre de livre que ce pouvait bien être. Le mieux serait qu'il contînt beaucoup de pages fines. Puis je souhaitais qu'il s'agisse d'une œuvre qui solliciterait mon esprit, un texte que l'on peut apprendre par cœur, de la poésie par exemple, et mieux encore, Goethe ou bien Homère. Au bout d'un moment, je n'ai pu davantage contenir ma curiosité. Allongé sur le lit, j'ai sorti en tremblotant le volume de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et ressentis une sorte d'amère colère. Ce bouquin, chippé au prix d'un si grand danger et en lequel j'avais placé de si brûlants espoirs, n'était rien d'autre qu'un manuel d'échecs. Une liste de 150 parties disputées par des maîtres. Que pouvais-je bien faire de cet ouvrage absurde ? De fort mauvaise humeur, je feuilletai les pages afin, qui sait, d'y découvrir quelque chose de lisible. Mais je n'ai rien trouvé d'autre que d'arides schémas d'échiquier, suivis de signes incompréhensibles. A2, A3, F1, G3, et ainsi de suite. Peu à peu, j'ai découvert que chaque lettre correspondait à une colonne, que les chiffres correspondaient à une ligne et que leur combinaison donnait la position de chacune des pièces. Ainsi, ces schémas graphiques étaient une sorte de langage. Il m'est alors apparu que mon drap de lit était grossièrement quadrillé. Il suffisait de le plier astucieusement afin d'en obtenir 64 cases. Puis, je me suis mis à modeler, dans de petits bouts de pain prélevés sur ma pitance, de ridicules et imparfaites figurines, le roi, la reine, puis les autres. Après d'infinis efforts, je pus entreprendre de reproduire sur le drap les positions représentées dans le manuel. Cependant, rejouer l'intégralité de la première partie s'est révélé être un fiasco total en raison de mes ridicules figurines. J'en avais recouvert une moitié, avec de la poussière, afin de les noircir et de les distinguer des autres. Au cours des premiers jours, je m'y suis sans cesse perdu. J'ai dû recommencer cette partie depuis le début à 10, 15, 20 reprises. Mais qui, sur cette terre, disposait alors d'autant de temps à perdre de la sorte ? Au bout de 6 jours, je suis parvenu à jouer la partie jusqu'à son dénouement. 8 jours plus tard, je n'avais plus besoin des figurines pour me représenter les positions telles que décrites dans le manuel. 8 jours encore sont passés avant que le drap lui-même ne devint inutile. Les signes du livre, A1, A2, C7, C8, si abstraits au début, se transformaient automatiquement derrière mon front en position visuelle. 2 semaines plus tard, j'étais en mesure de rejouer par cœur et de tête chaque partie du livre sans aucune difficulté. C'est alors que j'ai réalisé tout le bienfait que me procurait ce vol audacieux. Il me semblait que mon cerveau avait rajeuni, qu'il était même plus vif. Sans m'en rendre compte, j'avais perfectionné sur l'échiquier ma défense contre les leurres et les coups bas. À partir de cet instant, j'ai cessé de donner prise à mes bourreaux lors des interrogatoires. Et il me semblait même que les hommes de la Gestapo avaient commencé à me considérer avec un respect certain. Cette période bénie, au cours de laquelle j'ai rejoué systématiquement les 150 parties du manuel, a duré entre 2 mois et demi et 3 mois. Puis, sans m'y attendre, je suis arrivé au point mort. Subitement, je me suis retrouvé face au néant. Le charme et la surprise avaient disparu. À peine avais-je joué le premier coup que tout le déroulement de la partie défilait automatiquement devant mes yeux. Il n'y avait plus de surprise, plus de tension, plus de problème. Il m'aurait fallu un autre livre, de nouvelles parties, afin de recréer cette exigeante distraction qui m'était devenue indispensable. Mais comme c'était impossible, il n'y avait plus qu'une issue. Je devais, à la place des parties du livre, en inventer de nouvelles. Je devais essayer de jouer avec moi-même, ou, plus exactement, contre moi-même. J'ignore si vous avez déjà songé à l'état d'esprit de ce jeu. Mais le plus bref examen devrait suffire à vous montrer qu'aux échecs, ce jeu dénué de tout hasard,
ce jeu de la pure pensée, il est logiquement absurde de prétendre jouer contre soi-même. Au fond, l'intérêt des échecs repose entièrement sur le fait que la stratégie de ce jeu se développe de deux manières différentes, dans deux cerveaux différents. Mais que les noirs et les blancs ne forment qu'une seule et même personne, alors voici une situation insensée, où le même cerveau doit à la fois savoir et ne pas savoir. Aux échecs, vouloir jouer contre soi-même est tout aussi paradoxal que de vouloir sauter par-dessus son ombre. Et pourtant, du fait de mon effroyable situation, j'étais contraint ne serait-ce qu'à essayer cette scission entre un moi noir et un moi blanc, afin de n'être pas broyé par l'affreux néant qui me cernait. Cette nouvelle occupation requérait une tension du cerveau si absolue qu'elle rendait impossible tout contrôle sur moi-même. Ne rejouer que les parties de maître, ainsi que je le faisais au cours des semaines passées, n'était en fin de compte rien d'autre qu'un exercice de copiste. Rejouer ces parties ne nécessitait pas que je prenne part au jeu. Que gagnent les noirs ou les blancs m'était égal. Cela concernait Alekhine ou Bogol-Zuboff. À partir du moment où j'ai commencé à essayer de jouer contre moi, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me défier. Chacun de mes deux moi, mon moi noir et mon moi blanc, étaient devenus des rivaux. Et chacun fut pris du désir, de l'impétuosité de vaincre et de gagner. Chacun de mes deux moi triomphait lorsque l'autre faisait une erreur et s'en voulait simultanément d'avoir commis une maladresse. Tout cela semble insensé. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à toute normalité. Un détenu, innocemment emprisonné, soumis de longs mois à la torture raffinée de la solitude. Un homme qui voulait à tout prix laisser libre cours à la colère accumulée depuis si longtemps, voilà ce que j'étais. Et puisque le seul exutoire était ce jeu insensé contre moi-même, ma colère, mon envie de vengeance s'y sont farouchement engouffrées. Au début, je parvenais encore à réfléchir calmement. Je marquais des pauses entre les parties afin de me remettre de cet effort. Mais peu à peu, mes nerfs à vif ne m'ont plus laissé souffler. À peine mon moi blanc avait-il fini son coup, que mon moi noir prenait fébrilement la relève. À peine avais-je fini une partie que je me forçais à disputer la suivante. Il faut dire qu'à chaque fois, l'un de mes moi exigeait sa revanche. Je serais incapable de vous dire, même approximativement, combien de ces parties j'ai joué au cours de mes derniers mois de captivité. Est-ce 1000 ? Est-ce davantage ? C'était une obsession contre laquelle je ne pouvais lutter. De l'aube au crépuscule, je n'avais en tête que fou, pion, tour, roi, A, B, C, mat, roc. Tout mon être, toute ma sensibilité était obnubilée par ce carré quadrillé. Il arrivait que je me réveille en nage pour réaliser que j'avais continué à jouer pendant mon sommeil. Et lorsque je rêvais de gens en chair et en os, ils se déplaçaient alors exclusivement tel le fou, tel la tour, ou en sautant à la manière du cavalier. Puis mon excitation s'est mise si intensément à augmenter que je ne parvenais plus à rester calme un seul instant. J'allais et venais sans arrêt tout en réfléchissant aux parties. J'allais et venais de plus en plus vite. De plus en plus vite, j'allais et venais. J'allais et venais de plus en plus violemment à mesure qu'approchait le dénouement de la partie. La soif de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même, peu à peu s'est transformée en une sorte de rage. Je tremblais d'impatience, parce qu'il y avait toujours un de mes moi qui trouvait l'autre trop lent. J'ai commencé à m'insulter lorsque l'un des deux ne ripostait pas assez rapidement. Puis cette obsession maniaque, après avoir attaqué mon cerveau, s'en est prise à mon corps. Je maigrissais, mon sommeil était agité, perturbé, et au réveil, je parvenais péniblement à relever mes paupières de plomb. Parfois, je me sentais si faible que je ne pouvais que péniblement porter un verre d'eau à mes lèvres, tant mes mains tremblaient. Comment cet état horrible m'a conduit à une crise, je suis incapable de le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon réveil a été différent des précédents. Mon corps reposait à son aise, confortablement, et c'était comme si j'entendais des voix derrière moi, des voix vivantes,
humaine. J'ai ouvert les yeux lentement et prudemment et... Miracle! J'étais dans une autre pièce, une chambre plus large, plus spacieuse. À travers une fenêtre, dépourvue de barreaux, on voyait des arbres verdoyants qui se balançaient sous le vent et qui avaient remplacé le haut mur sans ouverture. Ça ne faisait aucun doute. J'étais étendue dans un nouveau lit. Déconcertée, j'ai essayé de me redresser. Mais je n'y suis pas parvenue, même en m'aidant du bord du lit. À la place de ma main droite, j'ai senti quelque chose d'étranger. Un épais bourrelet, grand et blanc, manifestement un pansement. Et je me suis mis à lentement réaliser où je me trouvais, et à réfléchir à ce qu'il m'était arrivé. On devait m'avoir blessé, ou je m'étais blessé moi-même. J'étais dans un hôpital. Le médecin, un homme sympathique, est venu l'après-midi. Il m'a demandé si j'étais mathématicien ou chimiste. Je niais. Étrange. Dans votre fièvre, vous n'avez fait que crier d'étranges formules. C3, C4. Aucun de nous n'y a compris quoi que ce soit. Je lui ai demandé ce qu'il m'était arrivé. Rien de grave. Une sévère irritation des nerfs. Pas étonnant avec cette méthode. Vous n'êtes pas le premier. 2 jours plus tard, le bon docteur m'a expliqué ce qu'il m'était arrivé. Comme le geôlier m'avait entendu hurler dans ma cellule, il a cru que je m'y disputais avec un inconnu entré par effraction. À peine avait-il poussé la porte que je me suis jetée sur lui en l'injuriant copieusement. Puis je l'ai attaqué si sauvagement qu'il a été forcé d'appeler à l'aide. Lorsqu'on m'a traîné de force à l'examen médical, fou de rage, je me suis débattue pour me jeter contre la fenêtre du couloir. J'en ai cassé la vitre et me suis coupé la main. Au bout de quelques nuits passées à l'hôpital dans une sorte de fièvre cérébrale, le médecin a trouvé que j'avais recouvré toute ma raison. Cependant, je n'en dirai rien à ces messieurs, sans quoi ils vous y reconduiraient de rechef. Faites-moi confiance. Ce que ce médecin dévoué a bien pu raconter à mes tortionnaires, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, il a obtenu ce qu'il voulait, ma libération. Ce n'est que semaine après semaine. Ce n'est qu'ici, sur ce navire, à dire vrai, que j'ai trouvé le courage de me souvenir de tout ce qu'il s'était passé. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai adopté ce comportement si cavalier vis-à-vis de vos amis. Je flânais par hasard dans le fumoir lorsque je les ai vus installés autour de l'échiquier. L'étonnement et l'effroi m'ont cloué sur place. J'ai eu besoin de quelques minutes pour réaliser que ces joueurs jouaient au même jeu que celui auquel j'avais joué contre moi-même pendant ces mois désespérés. Peu à peu, j'ai été envahi par la curiosité d'observer une partie réelle entre 2 adversaires. C'est là que j'ai eu l'outrecuidance de m'immiscer dans votre partie. Mais ce coup maladroit de votre ami m'a fait l'effet d'une piqûre en plein cœur. C'était la pure réaction instinctive. Je l'ai empêché de jouer ce coup de la manière dont on attrape impulsivement un enfant qui se penche par-dessus un garde-fou. L'inconvenance de ma grossière intrusion ne m'est apparue qu'après. Je me suis empressé d'assurer à Dr B que nous nous réjouissions d'avoir pu faire sa connaissance, et qu'après tout ce qu'il m'avait raconté, je n'en trouverais que plus intéressant de le voir prendre part le lendemain au tournoi improvisé. Dr B eut un rictus nerveux. « Je vous en prie, n'en attendez vraiment pas trop. Ce ne doit être rien d'autre qu'une épreuve pour moi. Une épreuve qui me permettra de savoir si je suis vraiment capable de disputer une partie d'échecs ordinaire. En effet, je doute toujours que ces centaines, peut-être ces milliers de parties que j'ai jouées aient été des parties disputées selon les règles consacrées, et non pas selon des règles oniriques, fiévreuses. N'allez pas sérieusement penser que j'ai la prétention de pouvoir donner du fil à retordre à un maître d'échecs. Non. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si jadis, dans cette cellule, il s'agissait d'échecs ou de folie. Et une dernière chose. Voulez-vous bien prévenir ces messieurs sur le champ, afin que je ne passe pas pour impoli ensuite? Je ne jouerai qu'une seule partie. Le médecin m'a mis en garde. Il m'a expressément mis en garde.
Quiconque a déjà souffert d'une manie court pour toujours le risque de rechuter, même s'il a été complètement guéri. Comprenez-moi bien. Seulement cette partie test, puis plus une seule. Le lendemain, à 3 heures précises, nous nous trouvions rassemblés dans le fumoir. Et, une fois effectué le traditionnel choix des couleurs, a débuté une partie mémorable entre un mystérieux étranger et un célèbre champion du monde. L'ouverture a été vite menée. Mais pour être honnête, pour les novices que nous étions, plus les pièces s'entrelaçaient en une sorte de ballet baroque, plus le jeu nous paraissait impénétrable. Nous ne pouvions ni saisir ce que l'un ou l'autre des joueurs préméditait, ni lequel avait l'avantage. À cette incompréhension s'est peu à peu ajoutée une fatigue assommante, due avant tout aux interminables pauses que prenait Tchentovic pour réfléchir et qui commençaient manifestement à irriter notre ami. Je remarquai avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus à mesure que s'étirait la partie. Il ne faisait aucun doute qu'il préparait ses coups 100 fois plus vite que Tchentovic. À chaque fois que celui-là se décidait, après une interminable réflexion, à passer une pièce, notre ami souriait à la manière de quelqu'un voyant se réaliser une chose longtemps attendue. Puis il ripostait sur le champ. Après 2 heures 3/4, quelque chose d'inattendu se produisit lors d'un coup de Tchentovic. Tout juste Dr B avait-il remarqué que son adversaire allait avancer son cavalier, qu'il fut pris de tremblement. Et Tchentovic avait à peine fini son coup qu'il poussa la dame avec assurance et jeta triomphalement « Nous y sommes! C'en est fini !» Nous nous sommes donc penchés sur l'échiquier. Au premier coup d'œil, nulle menace n'était visible. L'expression de notre ami devait donc être liée à un développement qui échappait à nos cerveaux engourdis de dilettantes. 3 minutes passèrent, puis 7, puis 8. Tchentovic ne bougeait pas, mais j'avais l'impression que ses larges narines s'élargissaient encore sous l'effet d'un violent effort intérieur. Cette attente muette semblait tout aussi insupportable à notre ami. Il s'est levé d'un bond et a commencé à arpenter le fumoir, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Je remarquai qu'il arpentait toujours le même espace. Et, en frissonnant, j'ai réalisé qu'il reproduisait inconsciemment le va-et-vient aux dimensions de sa cellule de jadis. C'est précisément de cette manière qu'il devait être allé et venu lors de ces mois de captivité, à la manière d'un fauve en cage. Puis, s'est produit ce qu'aucun de nous n'aurait pu soupçonner. Tchentovic leva sa lourde main, mais ne joua pas. Du dos de la main, il a lentement repoussé toutes les pièces de l'échiquier. Tchentovic avait abandonné la partie. Il avait capitulé pour ne pas être mat sous nos yeux. L'improbable venait de se réaliser. Le champion du monde avait amené les couleurs face à un homme qui, depuis 20 ou 25 ans, n'avait plus touché un échiquier. Tout à notre excitation, nous nous sommes levés les uns après les autres pour laisser libre cours à notre joyeux effroi. Le seul qui restait silencieusement sans bouger, c'était Tchentovic. Ce n'est qu'après une assez longue pause qu'il a levé la tête pour jeter à notre ami un regard glacial. « Encore une partie ?» a-t-il demandé. « Bien entendu !» a répondu Dr B avec un inquiétant enthousiasme. Pris d'une hâte fiévreuse, il disposait déjà les pièces sur l'échiquier. « Ça suffit !» lui ai-je chuchoté. « Ça suffit maintenant. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant. » « Éprouvant ? Ah, j'aurais eu le temps de jouer 17 parties au lieu de cette partie traînarde. La seule chose éprouvante, c'est de rester éveillé à ce rythme. Allez-y, à vous l'honneur !» Ces derniers mots virulents s'adressaient à Tchentovic. Tchentovic hésita longtemps avant de jouer son premier coup. Manifestement, le tacticien avisé avait remarqué que sa lenteur épuisait et irritait son adversaire. Il ne mit alors pas moins de 4 minutes avant de jouer le premier coup, la plus simple de toutes les ouvertures. Avancer de 2 cases le pion devant le roi. Notre ami a riposté en jouant la même pièce, et Tchentovic, de rechef, a marqué une interminable et insupportable pause.
Il me donna alors une bonne raison d'observer Dr B. Tous les symptômes d'une excitation anormale étaient en train de se manifester. Mais il parvenait encore à se maîtriser. Il n'a perdu contenance qu'au 4e coup de Tchentovic, alors que celui-là réfléchissait interminablement. « Jouez, bon sang! Jouez donc !» Tchentovic lui jeta un regard froid. « Pour autant que je sache, nous étions convenus de 10 minutes entre chaque coup. En principe, je ne joue jamais dans des délais aussi brefs. » Tchentovic se tut et baissa la tête. Il ne joua le coup suivant qu'après 7 minutes, et la partie de se traîner à ce mortel tempo. D'une pause à l'autre, le comportement de notre ami se faisait de plus en plus étrange. On avait l'impression qu'il était totalement étranger à la partie, et qu'il était absorbé par quelque chose de bien différent. Le regard perdu, hagard, il marmonnait d'incompréhensibles paroles. Je le soupçonnais intimement de disputer d'autres parties, puisqu'il fallait systématiquement le tirer de ses pensées après que Tchentovic enfin avait joué. Il mettait alors quelques minutes à se repérer sur l'échiquier. Je le soupçonnais d'avoir sombré dans cette forme froide de démence qui pouvait éclater à tout moment dans une grande violence. Et, de fait, c'est ce qu'il se passa au 19e coup. À peine Tchentovic avait-il avancé sa pièce que Dr B, sans même regarder l'échiquier, poussa subitement son fou 3 cases plus loin et cria « Échec ! Échec au roi !» Nous avons tous regardé l'échiquier, escomptant y voir un coup surprenant. Tchentovic leva très, très doucement la tête et regarda dans notre direction. Un sourire heureux et, de toute évidence moqueur, s'est esquissé sur ses lèvres. « Je regrette, mais je ne vois pas d'échec. L'un de ces messieurs voit-il un échec au roi ?» Nos regards sont alors allés de l'échiquier à Dr B. Le roi de Tchentovic était complètement couvert, ainsi qu'un enfant aurait pu le constater. Un pion le protégeait du fou de notre ami. L'inquiétude a commencé à nous gagner. Notre silence ramena Dr B parmi nous. Il regarda l'échiquier et se mit à bégayer. « Mais le roi devrait être en F7. Il n'est pas au bon endroit, pas du tout. Vous avez mal déplacé vos pièces. Tout est faux sur cet échiquier. Le pion devrait être en G5 et non en G4. C'est une toute autre partie. C'est... » D'un coup, il fit silence. Je lui avais saisi le bras fermement, ou plutôt je le lui avais pincé avec tant de force qu'il put se rendre compte malgré son égarement fébrile. Il se retourna pour me fixer à la manière d'un somnambule. « Que voulez-vous » Je n'ai prononcé qu'un seul mot. « Remember » en passant mon doigt sur la cicatrice de sa main. Il suivit mon mouvement puis fut pris de tremblement. « Pour l'amour de Dieu, ai-je fait ou dit quelque chose d'insensé? Suis-je de nouveau? » « Non. Mais vous devez interrompre cette partie sur le champ. Il est plus que temps. Rappelez-vous ce que vous avez dit le médecin. » Dr B se leva précipitamment. « Je vous prie d'excuser ma grossière méprise, » a-t-il dit avant de s'incliner devant Tchentovic. « Ce que j'ai dit n'est que pure bêtise. Bien entendu, vous l'avez emporté. » Puis il s'est tourné vers nous, a tiré sa révérence et s'en est allé aussi humble et mystérieux qu'il nous était apparu. Mais je savais maintenant que cet homme n'approcherait plus jamais de sa vie un échiquier. Tchentovic jeta un ultime coup d'œil sur la partie en cours. « Dommage, » a-t-il dit magnanime. « L'offensive était loin d'être sotte. Pour un dilettante, cet homme dispose d'un don tout à fait hors du commun. »